Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Institut d'archéologie. Nous avons décidé avec les différents partenaires et notamment pour répondre à l'invitation du Centre culturel Pomimi de Koné, d'organiser un petit documentaire de 15 minutes pour honorer cette invitation à la fête de la science qui cette année fête ses 30 ans et qui est organisée par le CRESICA. Vous vous demandez tous qu'est-ce qui se passe lorsque les archéologues ramassent les objets sur un site et un chantier de fouilles archéologiques. Nous avons donc décidé de vous ouvrir les coulisses de l'Institut d'archéologie et notamment de ces lieux de stockage pour vous montrer qu'est-ce qui se passe après, que devient l'objet issu des fouilles, que font les agents de l'Institut d'archéologie avec ces objets. Donc je vous invite à nous suivre et à apprécier le travail des collègues de l'Institut d'archéologie. La première étape, une fois les objets sortis de terre par les archéologues, va consister en une série de traitements d'analyse approfondis et d'études que l'on appelle post-fouille. Cette phase permet aux archéologues de récupérer toutes les données scientifiques et historiques, de procéder à des analyses en laboratoire spécialisé, et toutes ces données vont être consignées et constituer la documentation qui leur permettra de produire des articles ou des publications, afin de pouvoir expliquer le fruit de toutes ces recherches sur l'histoire des hommes et femmes qui ont vécu sur ces sites anciens. Il faut savoir que ces objets ne sont pas systématiquement prélevés du sol, car pour cela, il faut une autorisation des propriétaires du foncier, des coutumiers où se trouve le site, mais également des collectivités concernées. Les missions premières des archéologues et des conservateurs-restaurateurs sont de sauver et de préserver le patrimoine archéologique du pays et du Pacifique, voué à disparaître avec l'urbanisation grandissante. L'ensemble des objets et du mobilier archéologique qu'ils auront étudié va être transféré sur les tables des conservateurs-restaurateurs. Bon, là, on a un sac céramique. C'est une construction réalisée en 2018 sur la propriété de Bernanos. Ça, c'est le genre de Témala, ça vaut, commune de Vaud. C'est quelle période à peu près? Ça, c'est Wundio. C'est le classique de Wundio. Ça, c'est mai 2021. Et là, on est sur KNS. À mon avis, ça, c'est le site de K, sur la zone KNS, là, à proximité de l'usine. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est des sondages, en fait. C'est des sondages. Les conservateurs-restaurateurs vont ensuite procéder à la deuxième phase post-fouille qui se caractérise par plusieurs étapes chronologiques. Dans un premier temps, ils vont réceptionner le mobilier archéologique étudié par les archéologues et les rapports scientifiques. Cette phase se poursuivra par une phase de tri et de recollement de la donnée. Ici, par exemple, vous pouvez voir des agents qui sont en tri-salle avec un traitement de coquillages en provenance du site de Touaourou à Yaté. Ils trient les coquillages par espèce, par famille et les inventorient. Une fois cette phase de tri et de recollement finalisée, ils procéderont à la rentrée de ces données sur la base de données de l'Institut d'archéologie. Une fois cette phase de tri et de recollement finalisée, les agents vont procéder à la phase d'identification. Cela veut dire que les objets qui ont été triés vont être identifiés comme remarquables ou non remarquables
et vont ensuite suivre tout un processus qui va permettre quelque part de fournir la pièce d'identité de l'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objets remarquables sont des objets qui sont destinés à être valorisés, qui ont une importance en termes de données scientifiques et qui vont être prisés par les chercheurs. Par conséquent, les conservateurs-restaurateurs vont procéder dans un premier temps à une prise de vue de chaque objet. Ensuite, ils feront le constat d'état de l'objet et procéderont au marquage de celui-ci. L'ensemble de ces données seront consignées dans une base de données de l'Institut d'archéologie et toutes ces données vont permettre aux conservateurs, restaurateurs et notamment aux régisseurs des collections de pouvoir géolocaliser les objets dans l'aire de stockage, mais également de pouvoir assurer une surveillance accrue des objets qui nécessitent une attention particulière du fait de leur dégradation. Une fois cette phase de tri, de recollement, d'identification de l'objet réalisée, nous allons procéder au conditionnement et au stockage de ces objets. Le conditionnement est une phase importante pour le mobilier archéologique. De lui va dépendre la vie de celui-ci. Aussi, les objets sont conditionnés dans des matériaux spécifiques. Ici, on peut observer les objets conditionnés dans des poches zippées et dans des contenants hermétiques qui vont permettre de conserver l'intégrité des objets. Ici, ce sont des objets non remarquables qui sont stockés dans des boîtes bleues, comme vous pouvez le voir, et qui vont être, une fois remplis, déposés dans les travées prévues à cet effet, qui sont gérés par zones géographiques. Les objets remarquables, quant à eux, vont subir un autre traitement, puisqu'ils sont considérés comme des objets qui ont une information extrêmement importante, une valeur scientifique également très importante. Donc, par conséquent, il nous faut les conditionner dans des matériaux spécifiques, prévus à cet effet également, qui vont permettre une pérennité dans le temps qu'on espère le plus long possible. Donc là, vous pouvez observer des boîtes déjà réalisées par les agents de la conservation. Il s'agit ici d'une boîte de céramique et à côté d'une boîte de lithique. Vous voyez, on conserve encore tout de même dans des poches zippées pour la simple et unique raison que ce sont des petits éléments qu'il ne faut pas perdre. Les conservateurs ont réfléchi à une nomenclature qui permettra justement de pouvoir calibrer à la fois les données qui nous sont transmises par les archéologues, mais également de pouvoir permettre une utilisation à minima du mobilier archéologique, c'est-à-dire de réduire le mouvement de l'objet le plus possible. Et donc, ils ont travaillé sur une nomenclature qui permet justement de pouvoir voir ce qui est à l'intérieur de la boîte sans l'ouvrir. Donc là, vous pouvez voir, chaque boîte dispose sur son couvercle d'une photo avec l'intérieur de la boîte, ainsi que le numéro de la boîte, la provenance, les typologies de mobilier, les sites, les données archéologiques lorsqu'il nous est transmis l'information, et également les numéros d'inventaire. Une fois cette nomenclature réalisée, l'ensemble du mobilier archéologique est conservé dans des zones de stockage différentes, c'est-à-dire que tout le mobilier non remarquable destiné à l'étude scientifique est stocké dans des travées. Quant aux objets remarquables, sont stockés dans des armoires fermées à clé pour permettre de les conserver dans un environnement sain, avec moins de variations de température et d'humidité possible.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les objets archéologiques ne sont pas traités comme les objets anthropologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objets archéologiques, même s'ils sont identifiés comme remarquables ou non remarquables, ne peuvent être dissociés des uns des autres. Ils font partie d'un ensemble. Par conséquent, ils sont également tous conservés dans la même zone de stockage. La restauration. Une autre phase des coulisses de l'Institut d'archéologie, et notamment des conservateurs-restaurateurs, correspond à la restauration. Alors la restauration, c'est un grand mot. Pour les conservateurs-restaurateurs d'archéologie, il s'agit de restauration de sauvetage. Restaurer, oui, mais pas n'importe comment et pas n'importe quand. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons bien distinctes. Restaurer une pièce veut dire intervenir sur l'objet avec des produits étrangers et par conséquent changer sa composition, ce qui peut détériorer davantage l'objet. Mais également parce que la restauration coûte cher. Il faut des produits spécifiques que l'on ne trouve évidemment pas en Nouvelle-Calédonie et surtout des produits qui respectent le plus possible les compositions des objets. Par conséquent, ils sont confectionnés par des spécialistes en Europe ou aux États-Unis ou en Australie, selon des dosages et formules que nous, les conservateurs-restaurateurs, leur transmettons après avoir analysé scrupuleusement la composition des objets. Vous pourrez voir ainsi à l'image des restaurations qui ont été réalisées par les conservateurs-restaurateurs de l'Institut d'archéologie, notamment ici une pièce de Vavuto qui a été gentiment transmise par le mineur. Donc nous avons procédé à cette restauration parce que le pot était complet. Vous avez également parfois des restaurations qui sont obligatoires, qui permettent de comprendre l'objet, c'est-à-dire que c'est un objet qui est totalement éclaté et qui nécessite d'être recollé pour que les archéologues puissent comprendre et lire l'objet dans sa globalité et non pas morceau par morceau. Une fois que ces restaurations sont faites, les objets sont mis en repos dans des endroits spécifiques de l'aire de stockage et peuvent être ressortis uniquement sur avis des conservateurs-restaurateurs pour une valorisation quelconque. Une fois que tous ces objets sont en sécurité, conservés dans de bonnes conditions, nous pouvons passer à la prochaine étape. La prochaine étape concerne le travail post-photographique, la DAO et la PAO. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un agent à l'Institut d'archéologie qui est spécialement dédié à la valorisation et à la communication autour du mobilier archéologique, de l'archéologie en général, qui va lui travailler sur l'ensemble des supports de communication et de promotion de l'Institut d'archéologie, mais également proposer, en retravaillant un certain nombre de photos de nos objets conservés, proposer des supports de communication, contribuer à des publications scientifiques, contribuer à des expositions de photographie quand cela nous est demandé, mais également de travailler sur toute la charte graphique des documents internes à l'Institut d'archéologie. Vous pouvez le voir là, il a donc travaillé sur les logos, on voit le site internet, également les réseaux sociaux, enfin tout support de communication et de dialogue autour de l'archéologie. Et donc ce travail est extrêmement important puisque c'est ce travail qui va montrer un petit peu ce que l'on ne voit pas forcément quand on est dans le grand public
et aussi de parler de nos métiers, qui sont des métiers quand même un petit peu spéciaux, qui sont très peu nombreux en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est grâce à cette phase de travail-là que nous pouvons aujourd'hui montrer nos savoir-faire et montrer à la population calédonienne et de la région Pacifique et d'ailleurs ce que la Nouvelle-Calédonie propose en termes de gestion archéologique au pays. Et voilà, nous arrivons au terme de notre immersion dans les coulisses de l'IANCP. Nous espérons vraiment que cette visite intramuros dans le sanctuaire du patrimoine archéologique et historique du pays et du Pacifique vous aura plu. Ce que vous devez retenir, c'est que notre devoir est de conserver ces témoins et marqueurs de l'histoire, de toutes ces femmes, enfants et hommes qui ont fait de ce pays ce qu'il est. L'important pour nous, c'est que les générations futures puissent toujours se souvenir de cette histoire et être fiers à travers ces patrimoines. Donc je souhaitais remercier au nom du personnel de l'Institut d'archéologie, le Centre culturel Pomemi, le CRESICA, tous les agents qui ont bien voulu contribuer à ce petit documentaire, et à vous toutes et tous qui faites notre histoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Olé, Bamen.